L'annonce du décès de Diane Keaton, le 11 octobre 2025, a fait l'effet d'une onde de choc à Hollywood et a ébranlé le monde entier. Une légende de l'écran. La femme qui a enchanté le public dans Annie Hall et Le Parrain s'est éteinte à l'âge de 79 ans. Mais ce qui est encore plus surprenant que sa mort, ce sont les dernières révélations qu'elle a faites sur sa relation de 15 ans avec Al Pacino, une histoire d'amour que peu de gens ont jamais vue sous son vrai jour. Au cours de ces derniers jours, Diane s'est ouverte sur les années qu'elle a passées à ses côtés et sur les raisons amères pour lesquelles leur amour s'est effiloché. Il ne s'est jamais engagé à se marier malgré la loyauté dont elle a fait preuve au cours de ses plus grandes difficultés, tant professionnelles que financières. Les secrets qu'elle a gardés, les conflits silencieux qui se sont accumulés au fil du temps, la douleur qu'elle a ressentie, tout a été mis à nu. Quelles étaient les vérités les plus dures qui se cachaient derrière cette romance apparemment de rêve? Aujourd'hui, nous découvrons chaque détail choquant. Tout a commencé en 1971, lorsque Diane Keaton s'est présentée à un casting à Harlem, à New York, le cœur palpitant d'excitation et de nervosité. Jeune actrice encore peu connue, elle est choisie pour incarner Kay Adams dans Le Parrain, un film dont personne ne pouvait encore prédire qu'il changerait l'histoire. C'est là que le destin lui fait rencontrer Al Pacino, l'homme aux yeux assez profonds, pour transpercer l'âme au sourire, à la fois enfantin et magnétique, et à la voix si rauque qu'elle semble porter des secrets. Diane l'observe de l'autre côté de la pièce, le pouls battant la chamade. Elle s'est dit « Il est brillant, c'est un fou de passion, un enfant dans un corps d'adulte qui fait des gestes comme si sa vie était de la poésie. » Al, alors âgé de 31 ans, se battait pour sa carrière pour conserver le rôle de Michael Corleone. Entre les scènes, ils échangent des regards fugaces, des inquiétudes chuchotées et des rires confessionnels autour d'un verre dans un petit bar de Manhattan. « Si ce film échoue, que se passera-t-il alors ?» disait Al, la voix légère, mais avec la vérité dans les yeux. Diane souriait silencieuse, mais à l'intérieur d'elle, une étincelle s'allumait. Elle aimait son intensité, la façon dont il vivait chaque parcelle de son art, la façon dont il pouvait la faire se sentir vivante, avec une blague, un regard, une phrase bloquée. Pourtant, l'amour entre eux est resté tendre et tacite jusqu'au jour de 1974, où leurs chemins se sont à nouveau croisés sur Le Parrain deuxième partie. Ce soir-là, dans un restaurant sombre de Manhattan, avec du vin doux et des lumières tamisées, Al a regardé Diane avec une vulnérabilité indicible. « Diane, sais-tu à quel point tu es spéciale ?» demanda-t-il la voix tremblante. Diane sent ses joues rougir, son cœur s'emballer, tandis qu'ils discutent de leurs rêves, de leurs peurs et des joies qu'ils se réservent. C'est dans ce silence qu'ils ont commencé à se fréquenter, discrètement loin des caméras, loin des regards de l'industrie. Contrairement à la plupart des amours hollywoodiennes, il n'a jamais été question de tapis rouge ou de caméras clignotantes. C'était simple, des soirées dans l'appartement californien de Diane Hall, s'étalant sur les canapés et récitant ses désirs théâtraux pendant que Diane l'écoutait. Des promenades sur la plage, des échanges de livres, des discussions sur les prochains films à réaliser. Diane adore l'énergie débordante d'Al, son dévouement à ses rôles, mais elle sent aussi la distance. Il était le vent, toujours en mouvement, jamais complètement ancré. Dans les années 1980, des complications sont apparues. Diane, forte des succès d'Annie Hall et de Baby Boom, a commencé à aspirer à la stabilité d'un foyer, d'une famille, d'une permanence.
Elle voulait des rires des enfants, un homme prêt à promettre son avenir. Al, toujours aussi artiste, a refusé. « Je ne sais pas comment être un mari », avoua-t-il un jour à moitié, en plaisantant à moitié en vérité, lorsque Diane lui demanda à quoi ressemblerait l'avenir. Leur amour s'est brisé à cause de ce désir. Diane a connu des cycles de douleur et de réconciliation. Elle se souvient des nuits où Al se présentait à sa porte avec une bouteille de vin et un sourire penaud comme si rien ne s'était passé. À chaque fois, cependant, elle se demandait si elle avait vraiment été la seule dans son cœur. En 1989, Al est en tournage à Rome lorsque Diane reçoit une lettre écrite à la hâte sur du papier à lettres de l'hôtel « Diane, je t'aime pour toujours ». Elle la serre contre sa poitrine, les larmes aux yeux. Ce moment lui a semblé clair, jusqu'à ce qu'elle réalise que « pour toujours » n'est pas forcément synonyme d'engagement. Leur dernier combat porte sur le mariage. Diane, âgée d'une trentaine d'années, ne pouvait plus attendre. Elle avait besoin d'une promesse, d'un point d'ancrage. Un jour, la voix tremblante, elle a demandé « Al, as-tu déjà pensé que nous pourrions construire une vie ensemble ?» Le silence lui a répondu plus que les mots ne pourraient jamais le faire. Al se contente de la regarder, les yeux pleins de douleur silencieux. Des rumeurs circulent sur la proximité d'Al avec d'autres femmes, mais aucune n'est confirmée. Diane essaie de ne pas laisser la jalousie prendre le pas sur l'amour, mais le doute s'est insinué comme une petite fissure dans l'image parfaite qu'elle s'était faite d'eux. Pourtant, Diane n'a jamais abandonné Al. Pendant cette période, elle a également été témoin de ses difficultés financières. Lorsque la fortune de 50 millions de dollars d'Al a failli s'évaporer, il a dépensé sans compter, achetant plusieurs voitures et téléphones portables, dépensant des centaines de milliers d'euros pour l'aménagement paysager, tout en employant un comptable condamné par la suite pour fraude. Diane se souvient de son inquiétude et de la pression qu'il subissait, incapable de le regarder se débattre seul. En silence, elle a aidé Al en lui prêtant de l'argent pour maintenir son style de vie et son moral. Non seulement elle lui prête des fonds, mais elle l'encourage à continuer à jouer, lui rappelant son génie. Al, dans ses rares moments, exprimait sa gratitude. « Diane, tu es la seule qui ne m'abandonne jamais, dit-il un jour, assis ensemble dans un petit café, les yeux pour la première fois non fuyants. Ces moments font croire à Diane que leur amour, bien qu'imparfait, vaut la peine qu'on se batte pour lui. Grâce à son soutien, Al retrouve son équilibre et continue d'accepter des rôles pour se stabiliser financièrement, notamment des apparitions dans Jack and Jill et divers projets commerciaux. En 1990, pendant le tournage du Parrain. Troisième partie, Diane décide de faire face à la réalité. Elle ne peut plus attendre un avenir incertain. Un soir à New York, dans son appartement familier, Diane a regardé Al dans les yeux. « Al, soit nous nous marions, soit c'est fini », dit-elle ferme mais tremblante. Un silence pesant s'installe. Al se tait, les yeux pleins de douleur, sans rien dire. Diane connaissait la réponse avant qu'il ne parle. Elle quitte l'appartement, laissant derrière elle le rêve d'une famille avec Al. La rupture s'est faite dans le calme, sans dispute, mais le cœur de Diane a volé en éclats. « Je l'aime, mais je ne peux pas attendre éternellement », pensa-t-elle en marchant dans la nuit froide. Par la suite, Diane et Al sont devenus presque des étrangers. Lors des événements organisés autour du Parrain, ils s'évitent comme si chaque présence leur rappelait trop de souvenirs douloureux. Une fois lors d'une première, Diane a vu Al de loin, toujours avec son sourire de garçon, et son cœur s'est serré. Ils avaient déjà bu ensemble pour oublier les pressions, ils avaient craint que le film ne ruine leurs carrières respectives. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus que des ombres du passé. Diane n'a jamais détesté Al.
Elle a gardé la lettre de Rome, la lisant les soirs de solitude souriant, lorsque son nom apparaissait dans les interviews. Il a été l'amour d'un chapitre de ma vie, se dit-elle, en essayant de tourner la page. Après, Al Pacino Diane Keaton ne s'est jamais marié, mais a adopté 2 enfants, Dexter et Duke, dans les années 2000, construisant de ses propres mains une petite famille aimante. Keaton a déclaré que la maternité lui apportait joie et d'équilibre, tout en l'aidant à découvrir des aspects d'elle-même que son art ne pouvait pas lui apporter. Pendant ce temps, Al Pacino poursuit sa vie privée avec plusieurs autres relations, dont Beverly D'Angelo et Lucilla Pollack. Il est le père de 4 enfants, dont Julie Marie Anton James et Olivia Rose. Plus récemment, en 2023, Pacino a eu un fils Roman à l'âge de 83 ans avec sa compagne Noor Alfallah. Malgré son âge avancé, Pacino continue d'explorer et d'expérimenter de nouveaux aspects de la vie, créant une image à la fois légendaire et profondément humaine. Dans ses mémoires, Sonny Boy Al Pacino consacre une partie importante à sa relation de 15 ans avec Diane Keaton. Il décrit le temps passé avec Diane comme une combinaison rare où tous deux ont trouvé un rythme et un confort dans leur vie commune. Pacino a écrit « Nous avons trouvé un rythme à la bonne température, et c'était tellement bien ». Il souligne que Diane n'était pas seulement une amante, mais aussi une compagne spirituelle qui lui apportait paix et stabilité. Elle l'a également aidé à traverser de graves crises financières à la fin des années 1980 en l'emmenant voir des avocats et en l'aidant à résoudre des problèmes personnels, ce que Pacino a toujours apprécié. Quant à Madame Keaton, elle a gardé un petit coin de sa maison rempli de souvenirs d'Al Pacino pendant les dernières années de sa vie. Au milieu de piles de livres de photos encadrées et de souvenirs des années qu'ils ont passées ensemble, il y avait toujours une photo de lui placée bien en vue. Diane y jetait souvent un coup d'œil souriant, parfois avec nostalgie. Parfois ses yeux se teintaient de tristesse. Il s'agissait d'un témoignage silencieux d'un amour qui ne s'était jamais vraiment estompé, d'un sentiment qui avait façonné sa personnalité, même après des dizaines d'années. Diane se remémorait souvent leurs rires, leurs conversations à voix basse et leurs moments de tendresse fugace. Dans ses interviews ultérieures, elle a admis que d'une certaine manière, son cœur ne l'avait jamais complètement oublié. Pacino a laissé une marque indélébile sur son âme, une marque qui explique pourquoi elle ne s'est jamais mariée, n'a jamais cherché un autre amour avec le même désir. Le monde a vu en Diane Keaton une femme indépendante et rayonnante, mais dans les recoins intimes de son cœur, elle attendait toujours, espérant qu'un jour, elle pourrait l'aimer à nouveau. Elle chérissait l'idée que quelque part dans une autre version du destin, ils pourraient se rencontrer à nouveau. Cet espoir discret mais inébranlable a été à la fois un réconfort et un profond chagrin qui a perduré jusqu'à la fin de sa vie. Avant Al Pacino, Diane Keaton a eu une relation amoureuse compliquée avec le célèbre réalisateur Woody Allen. Ils se sont rencontrés pour la première fois en 1969, lorsque Keaton a joué dans la pièce de théâtre Play It Again, Sam écrite et interprétée par Allen. Ils ont été instantanément attirés par la créativité et la personnalité unique de l'autre, et une brève relation romantique s'est développée. Bien que leur relation romantique n'ait pas duré longtemps, Keaton est devenu une source d'inspiration importante, aidant Allen à créer de nombreux films classiques, notamment Annie Hall en 1977, qui lui a valu l'Oscar de la meilleure actrice. Néanmoins, après leur séparation amoureuse, leur relation ne s'est pas dissoute, mais s'est transformée
en une profonde amitié et une collaboration artistique de longue durée. Diane Keaton a continué à jouer dans de nombreux films d'Allen, et ensemble, ils ont créé des œuvres qui sont entrées dans l'histoire du cinéma américain. Lorsque Woody Allen a été accusé d'abus sexuels par sa fille adoptive Dylan Farrow, en 2018, Diane Keaton a publiquement exprimé son soutien à son amie, affirmant qu'elle avait confiance en Allen. Cette défense publique a provoqué des divisions au sein du public et de la communauté artistique, notamment dans le contexte de la montée en puissance du mouvement massif MeToo. Diane Keaton a maintenu sa position, faisant preuve de loyauté à l'égard de son vieil ami, en dépit d'une énorme pression sociale. Qui est Diane Keaton et quel genre de vie a-t-elle mené? Comment s'est déroulée sa carrière? Diane Keaton est née le 5 janvier 1946 dans une famille traditionnelle de théâtre. Sa mère Dorothy, Diane Keaton, avait été couronnée Mrs. Highland Park en 1955, et l'image de sa mère se tenant fièrement sur scène, alors que Diane n'avait que 9 ans, a laissé une empreinte profonde dans son esprit, comme une petite flamme allumant l'ambition. Dorothy était déterminée à offrir à sa fille tout ce qu'elle n'avait jamais eu. Cet amour n'était pas seulement présent dans les leçons ou les câlins, mais aussi méticuleusement consigné dans 85 journaux, remplis de coupures de presse de photos et de moments de l'histoire de Diane. Lorsque Dorothy est décédée en 2008, Diane a découvert ce trésor de souvenirs qui est devenu la base de ses propres mémoires. L'enfance de Diane a également été marquée par les jours où elle a vu sa mère participer à des concours de beauté. Ces scènes n'étaient pas seulement l'occasion pour Dorothy de rechercher la gloire, mais aussi de vibrantes expériences de narration qui ont inculqué à Diane l'amour du spectacle et la curiosité pour le monde extérieur. Dès son plus jeune âge, elle a vu comment sa mère transformait le glamour en un moyen de raconter des histoires et de vivre pleinement sa passion. En revanche, son père Jack Newton Ignatius Hall, ingénieur en construction et courtier immobilier d'origine irlandaise, semblait habité par le calme et la responsabilité. Mais sous cette apparence se cachait une tempête intérieure dans les derniers jours de sa vie, marquée par la maladie. Sur le chemin du retour du centre médical de l'UCLA, Jack a chuchoté à Diane qu'il avait toujours détesté son travail et qu'il aurait aimé prendre plus de risques. Cet aveu a stupéfié Diane. Il ne s'agissait pas seulement de mots, mais de toute une vie de regrets condensée en un seul instant. Les paroles de son père ont déclenché une détermination inhabituelle chez Diane, alors que Jack se sentait prisonnier des chiffres et des transactions immobilières. Diane a trouvé dans ses regrets la volonté de poursuivre sa propre voie créative. Elle a transformé les leçons de son enfance et les souffrances de sa famille en motivation pour expérimenter, prendre des risques avec des rôles non conventionnels et construire une carrière sans demander la permission ou compromettre son essence. La vie à Los Angeles dans les années 1950 était pleine de difficultés, car les affaires de son père étaient instables et les finances de la famille étaient serrées. Diane a grandi en faisant du shopping dans des magasins d'occasion comme Goodwill, alors que d'autres filles achetaient des articles de luxe. Sa mère choisissait des vêtements de seconde main et les transformait en tenues uniques sur une vieille machine à coudre McCall. Cela n'a pas seulement façonné le sens particulier de la mode de Diane, mais lui a aussi appris la résilience, la débrouillardise et la façon de transformer la pénurie en créativité. Chaque morceau de tissu, chaque point de couture contenait une survie habillée d'art, et Diane a appris à aborder la vie avec le même esprit. Les fréquents déménagements et les changements constants dans la vie familiale
ont enseigné à Diane une autre leçon. Rien n'est éternel, et cette leçon a aiguisé ses talents d'actrice, la capacité d'incarner des personnages excentriques, charmants et anxieux aimés du public. Diane a appris non seulement à observer la vie de loin, mais aussi à vivre pleinement chaque instant de souvenirs d'épreuves et de petites joies. Dès son plus jeune âge, Diane a commencé à monter sur scène. Sa mère lui a inculqué l'amour du spectacle et de la narration, tandis que son père lui a insufflé un désir de liberté et d'audace. Dès l'âge de 3 ans, Diane a transformé son jardin en une scène vivante, jouant pour les voisins et mettant en scène des pièces élaborées et des costumes conçus par sa mère. Ces petites pièces n'étaient pas de simples jeux d'enfants. Il s'agissait de véritables histoires, avec des scénarios, des accessoires et des émotions jouées avant même qu'elle ne sache lire. Au lycée de Santa Ana, Diane a commencé à montrer plus clairement ses talents. Elle a joué Blanche Dubois dans un tramway nommé Désir, un rôle que beaucoup d'adolescents hésitent à tenter, et a joué dans Little Mary Sunshine, en dernière année, réalisant pour la première fois le pouvoir des lumières de la scène. Les applaudissements lui ont fait l'effet d'un coup de tonnerre, la laissant stupéfaite, et sentant que la performance n'était pas seulement une joie, mais qu'elle comblait aussi un vide intérieur, lui donnant le sentiment d'être vraiment vivante. En essayant d'adhérer à l'Actors Equity Association, Diane a découvert que le nom de Diane Hall était déjà pris. Elle n'a pas choisi un nom au hasard, mais est revenue à ses racines en choisissant Katen, le nom de jeune fille de sa mère, en hommage à la personne qui lui a transmis sa passion pour le spectacle. Il ne s'agissait pas d'un simple changement de lettres. C'est Diane qui a préservé l'héritage de sa mère, le théâtre, les costumes et les rêves, tout en se séparant du nom de famille de son père. Son nom porte donc sa propre histoire d'art et de créativité. Tout au long de sa scolarité, Diane excelle dans le club de théâtre, mais ne se soucie pas de la beauté classique ou de l'attrait de la scène. D'une fille maigre et maladroite, elle est passée à un léger embonpoint. Et au lieu de se cacher, Diane utilise les vêtements comme une arme, le rouge à lèvres blanc, les collants noirs en résille et tout ce qui la rend moins invisible. L'insécurité devient peu à peu un style. Des années plus tard, en se promenant dans les rues de Soho, Diane a appris à observer les femmes sûres d'elle et à transformer cette inspiration en sa garde-robe emblématique. Costume surdimensionné, chapeau blanc, couleur neutre. Sa mode n'était pas destinée à attirer, mais à protéger. Et ironiquement, il est devenu l'un des styles les plus reconnus d'Hollywood. Diane s'est essayée au concours de beauté comme sa mère, mais elle s'est vite rendue compte que ces concours jugeaient l'apparence et non le talent. Elle surprend sa famille et pour la première fois ressent une liberté rebelle en public. Cette décision a façonné le style qu'elle a adopté tout au long de sa vie. Mieux vaut vivre en accord avec soi-même que de se conformer à une fausse norme. À 17 ans, son cœur s'est brisé pour la première fois lorsqu'elle est tombée amoureuse d'un joueur de basket-ball du lycée qui l'a ignorée et s'est moqué de son rire unique. Ce rire qui était autrefois une signature personnelle était devenu une malédiction, ce qui a poussé Diane à développer un humour d'autoprotection en racontant des blagues avant que quelqu'un ne puisse la blesser. Tony Roberts a fait remarquer un jour qu'elle avait le don de vous faire retomber en enfance, parce qu'elle ne prétend jamais être quelqu'un d'autre que ce qu'elle est merveilleusement étrange. Des petites scènes de son enfance aux lumières d'Hollywood, Diane a transformé chaque expérience, qu'elle soit douloureuse ou joyeuse, en une source de créativité illimitée. En 1964, Diane Keaton a quitté le Santa Ana College après un bref semestre et a ensuite essayé l'Orange Coast College.
Mais l'université n'a jamais été la voie qu'elle souhaitait vraiment emprunter. Sa première percée professionnelle a eu lieu en 1968, lorsque Diane, âgée de 22 ans, a obtenu un rôle secondaire dans la comédie musicale Hair à Broadway. La production était célèbre pour sa nature sauvage et rebelle et ses scènes presque nues. Avant de monter sur scène, les producteurs ont demandé à Diane de perdre 5 kilos. Du haut de son mètre 90 et de ses scènes 39 kilos, elle était considérée comme trop lourde, surtout pour les scènes révélatrices. Soumise à de fortes pressions, Diane est restée ferme. Elle refuse de se dénuder et maintient sa position. Cependant, la pression concernant son apparence a commencé à affecter sérieusement la santé de Diane. Elle apprend d'une autre actrice à se faire vomir pour garder la ligne. Et ce qui semblait être une simple astuce s'est rapidement transformé en un cauchemar qui a duré 5 ans. De 1968 à 1973, Diane lutte en silence contre un trouble alimentaire vomissant jusqu'à 20 000 calories par jour, ce qui provoque des caries et des brûlures d'estomac, des menstruations irrégulières et une tension artérielle dangereuse. Personne ne le savait, et Diane a dû l'endurer seule. Ce n'est que lorsqu'elle a commencé une thérapie quotidienne qu'elle s'est progressivement rétablie. Et le moment où elle a réalisé qu'elle ne voulait plus s'adonner à une alimentation extrême a complètement changé sa vie. Heureusement, la carrière de Diane commence à s'épanouir. En 1968, elle auditionne pour Play It Again, Sam, une pièce de Woody Allen. Diane a failli perdre le rôle en raison de sa taille, dépassant Allen de 5 pouces. Mais une fois sur scène, rien de tout cela n'avait d'importance. Son talent et sa présence naturelle ont captivé toute l'équipe de casting. La première de la pièce a eu lieu le 12 février 1969 et a connu un succès retentissant avec 453 représentations pendant plus d'1 an. Son interprétation de Linda Christie était si remarquable qu'elle a été nominée pour un Tony Award en 1969, un tremplin important qui lui a ouvert les portes de Broadway et plus tard du cinéma. L'apogée de la carrière de Diane Keaton a été son rôle de Kay Adams Corleone dans la série Le Parrain. Dans le premier volet, Keaton jouait Kay, la petite amie devenue femme de Michael Corleone. C'est à partir de là qu'elle entame une romance de 15 ans avec Al Pacino. Dans Le Parrain, partie de Macuateru, Kay devient femme et mère de 2 enfants, tout en assistant à la descente de Michael dans le monde du crime. Keaton a habilement dépeint la transformation psychologique de Kay, de l'amour initial à la déception et à la détermination, donnant ainsi de la profondeur au personnage. Dans le dernier volet, Le Parrain, 3e partie, Kay a divorcé et s'efforce de reconstruire sa propre vie, mais elle est toujours en proie à des luttes intérieures et à l'héritage obsédant de la famille Corleone. Un autre tournant majeur dans la carrière de Diane Keaton s'est produit en 1973 avec le film Sleeper. Il s'agit non seulement d'un film de science-fiction satirique, mais aussi d'un succès inattendu, avec un budget de 2 millions de dollars et plus de 18 millions de dollars de recettes. Diane n'est plus la sérieuse Kay Adams du Parrain. Elle est devenue Luna Schloer, une femme excentrique du futur, à l'humour excentrique et étrange. Ce rôle a permis au public de se rendre compte que Diane pouvait jouer la comédie de façon naturelle et énergique, jetant ainsi les bases de son style d'interprétation caractéristique pour les années à venir. 4 ans plus tard, en 1977, Diane explose véritablement avec son rôle dans Annie Hall. Woody Allen a écrit ce personnage spécialement pour elle
en s'inspirant de Diane elle-même. Du surnom d'Annie à son style vestimentaire, en passant par sa façon maladroite et naturelle de parler. Ce rôle ne reflétait pas seulement la véritable personnalité de Diane, mais il a également créé un phénomène culturel. Le film a remporté de nombreux prix dont l'Oscar de la meilleure actrice, tout en suscitant un engouement pour la mode des costumes surdimensionnés, des chapeaux mous et des cravates larges, faisant de Diane une icône tant à l'écran qu'en dehors. La même année, Diane surprend à nouveau le public avec Looking for Mr. Goodbar. Elle y incarne Teresa Donne, une enseignante menant une double vie errant dans la sombre vie nocturne de New York. Le film, basé sur le meurtre réel de Roseanne Quinn, présente un contenu cru et choquant. Ce rôle était aux antipodes de celui d'Annie Hall, mais il a une fois de plus démontré le courage et la polyvalence de Diane en tant qu'actrice. Elle est nommée aux Golden Globes, et même les critiques les plus sévères reconnaissent son talent et sa bravoure. En 1978, Diane joue le rôle de Renata dans un film sérieux de Woody Allen. Cette fois, il n'y a pas d'éléments comiques ou romantiques. Le film se concentre sur la tristesse, les secrets de famille et l'aliénation du personnage. Si les critiques sont partagées, Diane convainc pleinement par sa capacité à transmettre des émotions subtiles et captivantes. Ce rôle lui a valu une nomination au Golden Globe et le prix de la meilleure actrice étrangère à l'Académie du cinéma espagnol, affirmant sa capacité à passer de manière convaincante de la comédie au drame. En 1979, Diane apparaît dans Manhattan, un film controversé, mais qui connaît un grand succès commercial. La ville apparaît magnifique en noir et blanc, sur une musique de rêve, mais l'histoire d'amour entre le personnage de Woody Allen et une jeune fille de 17 ans suscite des réactions mitigées. Néanmoins, le film a rapporté près de 40 millions de dollars en Amérique du Nord, devenant l'une des œuvres les plus réussies d'Allen et consolidant la position de Diane en tant qu'actrice polyvalente, prête à se lancer des défis dans toutes sortes de rôles de l'humour, à la noirceur du charme, à la provocation, après une longue absence des projets d'Allen. Diane revient en 1993 avec Manhattan Murder Mystery. Initialement, le rôle principal était attribué à Mia Farrow, mais en raison de complications dans la relation entre Allen et la fille adoptive de Farrow, Diane a été choisie à la dernière minute. La pression ne l'a pas découragée et elle a livré une performance remarquable, ce qui lui a valu une nomination au Golden Globe de la meilleure actrice. Ce film marque également la dernière collaboration entre Diane et Woody Allen, clôturant ainsi un chapitre important de sa carrière cinématographique. Cependant, le parcours de Diane en tant que réalisatrice n'a pas été sans heurts. Son film Hanging Up, sorti en 2000, a fait l'objet d'interférences de la part du studio, qui a coupé les scènes les plus émouvantes, y compris les performances puissantes de Walter Matthau. En 2005, alors qu'elle tournait The Family Stone, Diane a dû faire face à un défi personnel, le cancer de la peau qu'elle combattait depuis l'âge de 21 ans. À l'écran, elle a incarné une mère mourante, mais dans la vraie vie, Diane devait toujours prendre soin de sa santé, en appliquant toujours de la crème solaire et en portant des vêtements de protection. En 2018, Diane a retrouvé le public dans Book Club dans le rôle d'une veuve qui apprend à aimer à nouveau. À 72 ans, elle incarne une femme qui a toujours peur de l'amour, qui n'a jamais été mariée, mais qui a vécu suffisamment d'émotions pour toucher les spectateurs. Le film a rapporté plus de 100 millions de dollars, et lorsque la suite est sortie en 2023, la série a atteint de nouveaux sommets, prouvant que Diane Keaton avait conservé son charisme et sa capacité à diriger. Enfin, le 11 octobre,
2025. Diane Keaton s'éteint à l'âge de 79 ans en Californie. Au cours des derniers mois, sa santé a rapidement décliné, surprenant et attristant sa famille et ses amis. Selon certaines sources, elle aurait été confrontée à de graves problèmes de santé, dont un cancer de la peau de longue date et d'autres complications. Tout au long de sa vie, Diane Keaton a mené une vie privée, surtout dans ses derniers jours. Elle a passé la plupart de son temps avec sa famille et ses amis proches, limitant ses apparitions publiques. Ces dernières années, elle a également confié qu'elle avait lutté contre des troubles alimentaires et des problèmes de santé de la peau, ce qui a affecté sa vie personnelle et la façon dont elle prenait soin d'elle-même. Au cours d'une carrière de plus de 50 ans, Diane Keaton a reçu de nombreuses récompenses prestigieuses, dont l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans Annie Hall. Elle a également été récompensée par l'American Film Institute AFI Lifetime Achievement Award en 2017. Au-delà de son rôle d'actrice, Diane Keaton s'est aventurée dans la réalisation, la production et l'écriture avec des œuvres telles que Hanging Up 2000 et Summer Camp 2024. En plus de sa carrière artistique, Diane Keaton s'est distinguée par son mode de vie indépendant. Elle ne s'est jamais mariée, mais a adopté 2 enfants, Dexter et Duke. Keaton aimait aussi les animaux et partageait souvent des moments chaleureux avec ses animaux de compagnie sur les médias sociaux. Dans les derniers mois de sa vie, elle a réalisé son rêve de chanter en sortant son premier single en 2025. Après son décès, Diane Keaton a reçu de nombreux hommages de la part de ses collègues et de ses fans. Des stars comme Bette Midler, Steve Martin et Goldie Hawn ont exprimé leur tristesse et leur admiration pour elle. Ils ont salué en elle une icône de la mode et de la comédie, une amie merveilleuse et un talent unique. L'héritage de Diane Keaton continuera à vivre dans le cœur des cinéphiles et des amateurs d'art. Dans de nombreuses interviews, Diane Keaton a partagé des souvenirs profonds de sa relation avec Al Pacino, depuis leur première collaboration sur Le Parrain jusqu'à leur amitié durable par la suite. Elle a parlé de Pacino avec respect et estime, soulignant son dévouement à son métier, son talent extraordinaire et son caractère indépendant. Ces témoignages offrent une perspective authentique, chaleureuse et complexe sur la relation entre 2 légendes d'Hollywood, laissant les fans se demander s'il s'agissait d'amour ou simplement d'admiration et d'une profonde amitié. Alors pouvez-vous ressentir le lien spécial entre Diane Keaton et Al Pacino? Pensez-vous qu'ils étaient amoureux? Ou s'agissait-il d'une relation fondée sur le respect et une étroite camaraderie? Laissez vos pensées ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires.